Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de janvier. J'ai tous les livres ici avec moi. On commence comme d'habitude par ceux que je n'ai pas avec moi. Et j'utilise mon nouveau reading journal là pour l'année 2025 qui est trop bien et qui me permet de tout répertorier. Et j'ai même un petit endroit où je peux à chaque fois noter mes petites reviews pour être sûre de ne rien oublier. Donc je suis trop contente. Et le premier que j'ai lu et que je n'ai pas avec moi, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle The Egg and Other Stories de Andy Weir, qui était dans les livres audio inclus en fait dans l'abonnement Audible. Et du coup, j'aime beaucoup Andy Weir, je me suis dit que ça serait l'occasion d'écouter ça. J'ai beaucoup aimé, c'est plein de nouvelles un petit peu hyper diversifiées, mais toujours à chaque fois avec un plot twist à la fin. C'est-à-dire qu'on a une petite histoire d'environ 12 minutes d'écoute, un truc comme ça. Et toujours à la fin, il y a un petit plot twist qui nous fait réfléchir à tout ce qu'on vient d'écouter, une fois qu'on sait quel était le plot twist. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment hyper sympa. Il y en a où j'étais un petit peu moins surprise par le plot twist, mais globalement, j'ai trouvé que le concept était très cool et ça aborde plein de thématiques différentes, mais avec beaucoup d'humour comme le fait souvent Andy Weir. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, j'ai mis la note de 4 étoiles. Et c'est parfait, hein. Honnêtement, ça s'écoute en presque moins d'une heure, il me semble, un truc comme ça. Je crois que c'était moins d'une heure. Et l'autre livre que je n'ai pas avec moi, c'est The Ministry of Time de Kalyan Bradley, qui est le dernier livre que je devais lire pour la vidéo. Je lis les Goodreads Choice Awards et j'aurais... Franchement, je suis assez mitigée. Très honnêtement, si je ne l'avais pas lu pour cette vidéo, je pense que je l'aurais dit NF. Je pense que c'est pas un livre pour moi. C'est un livre qui veut faire plein de choses à la fois, c'est-à-dire que c'est une romance, ça parle de voyage dans le temps, en même temps c'est un livre en mode tranche de vie, coming of age sur certains aspects, mais à vouloir faire plein de choses, et du coup, il fait aucune de ces choses-là vraiment bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai été assez frustrée, je me suis pas prise dans la romance. J'ai trouvé que tout ce qui était autour du voyage temporel, c'était pas hyper bien fait. Pour vous parler du résumé, en fait, on est en Angleterre, il me semble, et ils ont découvert la capacité de voyager dans le temps à travers une sorte de porte. Et donc, pour vérifier que c'est pas dangereux, entre guillemets, pour la santé des gens qui vont voyager, ils sont allés chercher des gens qui, dans leur timeline, dans leur époque, allaient mourir dans tous les cas. Ils les prennent et ils les ramènent dans le présent, entre guillemets, pour voir un petit peu comment leur corps et leur esprit survivent au voyage dans le temps. Et on leur assigne à chaque fois un bridge, donc comme quelqu'un qui va veiller sur eux pendant un an, le temps de voir comment est-ce qu'ils se développent. Et donc nous, on y suit une des paires qui va être mise ensemble, qui se compose d'un homme qui était dans une expédition. Alors ça, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai regardé la série The Terror, qui est sur une expédition anglaise, il me semble, pareil, qui avait été envoyée pour essayer de trouver des nouvelles terres, il me semble, et qui s'est retrouvée prise dans la glace, je sais plus où, et en fait ils sont tous morts. Ils y ont passé des années pris dans la glace et ils sont morts de faim. Enfin bref, il y a eu des choses atroces qui se sont passées et il n'y a eu aucun survivant de l'expédition. Et donc là, dans son histoire, elle prend une des personnes qui était vraiment dans l'expédition, hein. Le Captain Gore a vraiment existé, et dans son histoire, voilà, ils le prennent, ils le ramènent dans notre présent, et voilà. Et on va lui assigner donc une bridge, qui est donc le personnage principal féminin, et qui va du coup essayer de faire en sorte qu'il soit capable de s'habiliter en fait à notre époque, et il va y avoir une petite romance machin. Il y avait des choses hyper intéressantes sur tout ce qui va être comment est-ce qu'on éduque quelqu'un, sur en fait la différence entre notre époque et la sienne, pour quelqu'un qui vient des années, je sais plus, 1800 il me semble, et aujourd'hui il y a des différences culturelles qui sont énormes, puisqu'on a évolué bien heureusement sur plein de sujets. Il y a plus d'esclavage, les droits des femmes ne sont pas du tout les mêmes, bref, il y a plein de choses comme ça qui ont évolué. Donc ça, c'était assez intéressant à voir. Pour autant, déjà, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus exploré, et j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient faites de manière assez maladroite, notamment quand on aborde les relations passées du personnage masculin. Donc ça, j'ai été un petit peu déçue. Et il y a plein de thématiques intéressantes sur le fait d'accepter ses origines, d'accepter d'où on vient, mais encore une fois, ça reste trop en surface. Donc j'ai été assez déçue par tout ça. Voilà. Ma grosse critique, ça serait tout reste trop en surface et rien n'est vraiment assez exploré. Ça, c'est tout pour les livres que je n'ai pas avec moi, donc je passe à toute ma petite pile ici. J'ai lu Night with a Cat de Kiryu Z, qui est un petit livre avec plein de scénettes comme ça, sur un jeune garçon qui se retrouve à aller vivre avec sa sœur, et sa sœur a un chat. On va voir un petit peu comment est-ce qu'il se lie d'amitié avec ce chat, et c'est aussi des scénettes un petit peu éducatives, c'est-à-dire qu'on nous apprend plein de choses sur les chats, sur leur comportement, sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils aiment pas. Donc je trouve que c'est super à offrir à quelqu'un qui a un chat ou qui va avoir un chat notamment, mais c'était trop mignon, j'ai mis 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu, alors là j'ai le tome 1 parce que le tome 2 je l'ai lu sur ma Kindle, mais le tome 2 de Léviathan, je vous en ai parlé du coup le mois dernier, mais Léviathan, c'est des enfants qui partent en voyage scolaire dans un vaisseau spatial pour aller explorer une autre partie de l'espace, quoi. Ils vont d'un trajet à un point A à un point B, mais dans l'espace, et leur vaisseau va
On sait pas s'il se fait attaquer, mais en gros, il va rencontrer quelque chose qui va le détruire en grande partie. Le problème étant que il leur reste que 48 heures de réserve d'oxygène et une seule cabine de cryogénisation. Et donc très vite, bah, ça devient un petit peu la guerre, chacun pour sa pomme, en mode Sa Majesté des Mouches, et puis mes versions beaucoup plus gore, hein. C'est-à-dire que ça se zigouille dans tous les sens. C'est très sombre, j'aime bien. Ma seule critique, c'est que c'est un petit peu trop rapide dans certaines choses. Après, je comprends parce qu'il y a la limite temporelle des 48 heures. Mais voilà, c'est une trilogie, donc il ne me reste plus qu'un seul tome à lire. Et j'ai mis 3,5 à ce tome-ci. Après, j'ai lu Polaris Exode de Philippe Tessier. Celui-ci, en gros, là, bon, je vous lis un petit peu le résumé, mais à ma sauce. Donc la Terre se meurt, il y a plein de cataclysmes qui ont ravagé la planète. Et en gros, la nation, elle s'est regroupée sous ce qu'ils appellent la coalition. Et cette coalition-là, elle a créé des arches pour sauver une partie de la planète, mais que la partie, que les gens, en fait, qui sont sélectionnés pour pouvoir faire perdurer le patrimoine génétique, mais le meilleur du patrimoine génétique. Et les autres sont abandonnés pour mourir, mais ils vont former une insurrection, et donc on y voit un petit peu cette guerre qui se forme, et ça c'est vraiment les prémices d'une de ses sagas principales. C'est le préquel qui vient expliquer un petit peu ce qui s'est passé, mais mon problème à moi c'est que justement je trouve qu'en première entrée dans son univers, et ben c'est pas forcément très clair. Je pense que pour les gens qui sont déjà familiers c'est très bien, mais là du coup j'étais un petit peu perdue et j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui encore une fois n'étaient pas vraiment assez explorées et qui faisaient que ma compréhension du livre et de son univers bah était pas optimale entre guillemets. Et en plus, je trouve que la fin est très très rapide et il y a pas mal de répétitions aussi d'informations. Mais voilà, je vais quand même essayer de lire la suite de la saga parce que Lauralie a lu le tome de la saga principale et m'a dit qu'il était très bien. Donc je pense que voilà, c'est peut-être aussi juste celui-ci qui est pas forcément adapté pour quelqu'un qui connaît pas trop l'histoire. Ou en tout cas, c'est pour le coup juste mon ressenti, mais voilà, du coup j'ai mis 3 étoiles. Ensuite, en lecture commune avec ma copine Mathilde, on a fait 2 lectures communes ce mois-ci. On a lu Le Dernier Combat de Sarah L. Arifi. Celui-ci, on y suit une société qui est divisée en 3 peuples. Il y a les gens qui sont au-dessus, qui sont donc les rouges, ce sont les braises, c'est eux qui dirigent la société d'une main de fer. En dessous, il y a les cendres, c'est ceux qui ont le sang bleu, et eux, c'est un peu la plèbe, mais c'est pas le pire du pire dans leur société, entre guillemets, mais c'est eux qui vont être des servants, par exemple. Et ensuite, il y a les hanteurs. Les hanteurs, ils ont le sang transparent, c'est des esclaves, des opprimés, des invisibles. Et on va y suivre, nous, un personnage de chaque lignée, entre guillemets, de chaque caste de la société, qui va avoir un rôle, en fait, assez conséquent pour essayer de renverser le système. Et le prémisse est vraiment cool, honnêtement. Je trouve que l'histoire est très cool. Le problème étant que déjà, j'ai pas trop accroché avec les personnages, j'ai pas du tout accroché avec la romance, j'ai ressenti aucune alchimie entre les deux personnages, une alchimie amicale à la limite, mais pas du tout l'alchimie amoureuse, et je trouve que la transition se fait très vite aussi entre les deux. Mais par contre, le système de magie est très cool, je trouve, hein, ce système-là avec des runes, tracer des runes de sang pour pouvoir faire de la magie, je trouve que c'est vraiment très très cool comme idée, et en plus on a des runes qui sont montrées à la fin du roman pour qu'on puisse visualiser un petit peu ça. Ça j'ai trouvé que c'était très cool. J'ai aussi beaucoup aimé la diversité qu'il y a dans ce roman. C'était pareil dans Feybound, et franchement j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment très bien fait et ça sert toujours l'intrigue entre guillemets. Mais voilà, en fait je pense que ce qui m'a dérangé aussi c'est que c'est très young adulte, en même temps c'est un young adulte, et les personnages se comportent vraiment comme des ados, alors qu'en fait dans l'histoire ils sont quand même censés avoir 20 ans et avoir vécu, en tout cas pour certaines, des choses qui les font prendre en maturité. Et pour le personnage, en tout cas les personnages principaux, les 2 personnages principaux, je trouvais que parfois c'était un petit peu frustrant de voir leur réaction, et puis j'ai trouvé que la fin était un peu pas un peu rapide, mais il y a des trucs qui m'ont frustrée sur la fin, je peux pas vous le dire parce que bah, c'est la fin, mais sur la résolution de certaines intrigues par rapport aux relations des personnages, j'ai trouvé que bon, c'est pas forcément très cohérent par rapport à ce qui s'était passé tout au long du roman. Donc j'ai mis 3 étoiles, c'est un 3,5 arrondi à 3. Ensuite, j'ai lu celui-ci, c'était notre première lecture commune ever avec mon copain. On a lu La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, donc clairement on n'a pas pris la lecture la plus facile du monde pour commencer, parce que c'est un livre avec un univers de dingue. Je vous lis le résumé qui est à l'arrière parce que je serais incapable de vous le résumer moi-même tellement il se passe trop de trucs, mais c'est écrit: une terre pensée avec en son centre une bande de 5000 km de large, et sur ses franges, un miroir de glace à peine rayable, inhabité.
Un vent féroce en rince la surface. Les villages y sont accrochés, avec leurs maisons en gouttes d'eau, les chars à voile qui la strient, les airpailleurs debout en plein flot, tous résistent. C'est en extrême aval qu'a été formé un bloc d'élite d'une vingtaine d'enfants aptes à remonter au cran, rafale en gueule, leur vie durant, le vent jusqu'à sa source, à ce jour jamais atteinte, l'extrême amont. Donc pour vous faire en version plus digeste, parce que rien qu'avec le résumé, vous voyez à quel point la plume est particulière, c'est ça, c'est jamais personne dans leur univers n'a réussi à atteindre le bout de la Terre, entre guillemets, l'extrême amont, donc ils forment des hordes qui ont pour objectif d'aller tout là-bas en extrême amont et de découvrir l'origine du vent, entre guillemets, ce vent atroce qui tue des gens à longueur de journée, c'est un vent terrible, et donc eux, ils partent d'un bout de la Terre, et leur objectif c'est d'arriver à l'autre bout et de documenter tout ça, et les hordes, il y en a eu plein, mais nous on suit la 34e horde, ça veut dire que toutes les hordes avant ont soit arrêté de contrer, donc d'aller contre le vent pour aller découvrir ce qui se passe, ou alors ils sont tous morts, voilà. Et donc à chaque fois qu'une horde s'arrête ou qu'une horde périt, on envoie la horde qu'on était en train de former. Donc voilà, nous on y suit la 34e horde dans son périple vers l'extrême amont. Et je vais être très honnête, hein, les premiers chapitres qu'on a lus avec mon copain, on ne comprenait rien. Voilà, les phrases, on était là, mais je ne comprends rien à ce qui est en train de se dire, tout simplement parce qu'il y a ce langage qu'a créé l'auteur autour du vent qui est extrêmement présent, le langage du contre, le langage du vent, et eh ben, quand on rentre dedans, on ne comprend rien, et c'est des termes qui sont explicités au fur et à mesure de l'histoire, c'est-à-dire que à la fin du roman, même au milieu du roman, vous commencez à comprendre tout ce qui est dit bien avant, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais tous les termes sont expliqués, mais au fur et à mesure. C'est pas à chaque fois qu'un terme arrive, on va vous dire ok, ça veut dire ça. Non, non. Tous les premiers chapitres, on te balance tous les termes, tu comprends rien, et plus t'avances, plus au fur et à mesure, tu as des termes qui te sont expliqués. C'est comme si tu te retrouvais en fait dans cet univers et tu dois apprendre la langue en même temps. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait. Et pareil pour les personnages. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas écrit au début de chaque dialogue qui parle, mais il y a des sigles à chaque fois qui disent quel personnage parle. Alors au final, au début, il faut se référer à chaque fois au petit glossaire ici, ou l'index là, qui dit à chaque fois quel est le sigle pour chaque personnage, mais à la fin, on est capable de reconnaître, là, je sais que c'est Sauve, ici, je sais que c'est Pietro, parce qu'on mémorise, mais c'est pour vous montrer à quel point l'univers créé par l'auteur est fou. Quand ils sont en formation pour contrer le vent, eh bien ici on nous met leur formation avec les cycles de chaque personnage pour qu'on visualise comment ils se mettent pour contrer face au vent. Et franchement, je pense que c'est l'œuvre de sa vie à Alain Damasio, et ça se sent dans la richesse de l'univers qu'il a créé. On l'a terminé hier, et je réfléchis encore à tout ce que j'en pense, donc peut-être que je pourrais vous faire un avis plus détaillé un petit peu plus tard, mais franchement j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était fou. C'est vraiment aussi un récit qu'il faut lire pour les personnages, en fait, surtout pour la psychologie. C'est vraiment aussi une étude de la psychologie des personnages, de la vie, du chemin parcouru. En fait, c'est une phrase qui est dite aussi à la fin du roman, c'est plus un livre aussi qu'on lit pour le chemin qui est parcouru tout du long que pour la fin en elle-même. Parce que ce qui est intéressant aussi, surtout dans le livre, et pour les personnages en eux-mêmes, c'est tout le trajet qu'ils ont parcouru ensemble pendant quasiment 40 ans, que l'objectif final, entre guillemets, même si c'est ce qui les motive. Pour la fin, le seul truc, c'est qu'on l'avait peut-être un petit peu prédit avec mon copain, mais ça reste cohérent. Donc c'est pas, on n'est pas, enfin en tout cas moi je suis pas frustrée, et voilà, c'est clairement 5 étoiles. Ensuite, toujours avec Mathilde, j'ai lu Freshy's Wrath de Emily Varga. Celui-ci, c'est un retelling du Comte de Monte Cristo, mais version fantasy pakistanaise. Voilà, l'édition est vraiment canon, mais j'ai été un petit peu mitigée. Donc pour vous parler du résumé, à la vibe de Monte Cristo, on y suit notre personnage principal féminin qui s'appelle Dania, qui a été trahi par la personne qu'elle aimait et donc emprisonnée pour un crime qu'elle n'a pas commis. Et maintenant, elle compte les jours jusqu'au moment où elle pourra prendre sa revanche. Et pour sa vengeance, elle va aussi faire appel à la magie dangereuse des djinns, et elle va s'allier à un autre personnage féminin qui s'appelle Nour. Et autant le pitch était plutôt cool, autant le problème, je pense, quand on s'attaque à une œuvre aussi connue et géniale que le Comte de Monte Cristo, c'est qu'il faut réussir à tracer sa propre histoire dans l'histoire, entre guillemets. Et je vois ce qu'elle a tenté de faire, mais j'ai pas été fan de l'exécution. Tout au long de ma lecture, j'ai trouvé que c'était bien, mais sans plus, c'est-à-dire que j'étais pas à fond dans la romance, j'étais pas à fond dans l'histoire des personnages, quoi que ce soit. J'ai trouvé qu'en fait, ce qui m'a freinée, c'est que, c'est pas un spoil, hein, mais genre dès le début, mais vraiment dès le début, le premier truc que je me suis dit, c'est je pense que le mec qui l'a trahi l'a probablement pas trahi. Et du coup, j'ai lu tout le livre
en ne croyant pas à une partie de ce que l'auteur voulait nous faire croire. Et c'est dommage, je trouve, parce que elle n'a pas réussi à créer ce doute en moi et cette tension qui aurait pu ajouter des enjeux pour moi à l'histoire. Et puis surtout, la fin. Alors ça, la fin, j'ai l'impression que c'est pas juste mon point de vue personnel, hein. Mathilde a pensé comme moi et les avis sur Goodreads, globalement, disent qu'ils ont été quasiment tous déçus par la fin. La fin est très 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 décevante. Les 100 à 50 dernières pages, c'est n'importe quoi. La résolution, c'est n'importe quoi. Franchement, je suis désolée, j'ai trouvé que c'était pas fou, quoi. Franchement, c'est même pas que c'était pas fou, c'est que elle a sorti ça de nulle part, je pense, et ça se sent, et comment elle essaye ensuite de légitimer tout ça, c'est vraiment pas bien fait. Donc voilà, il y avait des trucs très prévisibles, il y avait des trucs qui du coup n'étaient pas très crédibles, et le problème avec des one-shots en fantasy comme ça, c'est que quand on crée un univers, mais que c'est un one-shot de 300 pages, on n'a pas forcément le temps de bien poser son univers comme on le voudrait, et nous, en tant que lecteurs, on est un petit peu... on reste sur notre faim. Donc voilà, j'ai mis 3 étoiles. C'est un 2,75 arrondi à 3. Ensuite, celui-ci, autre coup de cœur du mois, j'ai eu 2 5 étoiles ce mois-ci, donc je suis trop contente. 2 coups de cœur, The Woman de Christine Hanna, un livre qui est absolument phénoménal. C'est un livre qui se passe sur plusieurs années. On y suit le personnage de Frances McGrath qui, pendant la guerre du Vietnam, va décider de s'engager en tant qu'infirmière de combat. Donc elle s'en va au front pour soigner les hommes, mais elle soigne aussi notamment les villageois vietnamiens qui se font attaquer, enfin bref, il y a plein d'aspects différents à son travail. Et on va suivre un petit peu sa vie là-bas, ses traumatismes, la manière dont elle est confrontée aussi aux mensonges du gouvernement américain qui va annoncer un nombre plus faible de blessés ou de morts américains. Elle va voir aussi les atrocités commises sur les Vietnamiens par l'armée américaine, et donc elle va rentrer ensuite complètement traumatisée en fait par tout ça, et elle va se rendre compte, ça se passe sur vraiment des années et des années, qu'on veut complètement oublier ce qui a été fait pendant la guerre du Vietnam parce que voilà, ça a beaucoup été dénoncé et ce qui a été commis par les Américains là-bas n'est pas cautionné par les Américains, et donc on veut effacer ce qui s'est passé, mais Frankie, elle veut quand même un devoir de reconnaissance pour ce qui a été fait, parce que il faut pas oublier non plus que les soldats qui se sont engagés là-bas, c'était des jeunes, pour beaucoup, qui n'avaient pas trop d'autres options et qui sont morts parce qu'ils pensaient pouvoir servir leur patrie, et donc elle veut aussi qu'il y ait quand même ce devoir de reconnaissance, c'est-à-dire dire que c'était absolument pas cautionnable et qu'elle a milité elle aussi pour la fin de la guerre comme beaucoup de vétérans, mais qu'il y a quand même aussi ce devoir de mémoire à avoir envers ces vétérans-là, et puis aussi surtout se battre pour la place, pour reconnaître la place des femmes dans cette guerre du Vietnam, parce qu'à chaque fois qu'elle parle de son rôle et de son traumatisme, la chose qu'on lui répond, c'est il n'y avait pas de femmes au Vietnam. C'est la phrase qui revient tout le temps, There were no women in Nam, dans le livre, et à quel point c'est dur pour ces femmes-là qui ont permis à des milliers de soldats de rentrer chez eux ou de partir de la meilleure manière possible, c'est-à-dire accompagnés en sentant qu'ils étaient aimés et tout. Et du coup, elles ont aussi aucun soutien psychologique, en plus de n'avoir aucune reconnaissance. Et c'est tout ça qui fait de ce livre vraiment une énorme claque. La plume est génialissime. Et puis voilà, c'est un livre qui vient montrer, qui vient dénoncer les atrocités de la guerre du Vietnam, mais qui montre aussi à quel point ça a été extrêmement dur pour les gens qui se sont engagés là-dedans. Le trauma de voir les gens qu'on aime mourir, de devoir rentrer, de pas savoir quoi faire de sa vie, en fait, après tout ça. Et voilà, c'est une pépite, c'est un livre absolument incroyable, et maintenant j'ai qu'une envie, c'est de lire le Chant du Rossignol. Je crois que c'est ça que j'ai du coup en plus dans ma palle et qui sort en film très bientôt, mais je vous le recommande, c'est un 5 sur 5 et c'est une pépite. Ensuite, j'ai lu celui-ci, Language of Dragons de S.F. Williamson, qui sort aussi en français en mars, il me semble, aux éditions Big Bang. Et pour moi, ça a été une déception. Pour ce qui est du résumé, ça se passe en 1923 à Londres. Les gens vivent avec les dragons. Il y a un accord en fait entre les humains et les dragons. Les deux peuples vivent entre guillemets de manière régulée maintenant, sauf que il y a quand même une sorte de rébellion qui est là pour essayer de renverser le système parce qu'elle trouve que le système n'est pas égalitaire. Et Viv, elle va se retrouver bien malgré elle à devoir prendre part à cette guerre lorsque ses parents sont arrêtés pour trahison. Et voilà, elle va devoir essayer de trouver où est sa place dans cette guerre et de quel côté en fait elle va se trouver. Et là où le pitch était très cool, encore une fois, j'ai été assez déçue par l'exécution. Pour ce qui est quand même des points positifs, je dois admettre que j'ai beaucoup aimé tout ce qui est l'aspect traduction, c'est-à-dire, enfin traduction linguistique plutôt, toute cette étude qu'il y a des langues, et notamment de la langue des dragons, puisqu'à la base le personnage de Viv veut rejoindre
une académie où elle pourrait étudier en fait la langue des dragons, elle parle déjà plein de langues et tout, et son objectif c'est de documenter tout ça et de s'améliorer entre guillemets. Donc ça j'ai trouvé que c'était très cool, l'amour de la langue. D'ailleurs il me semble que l'autrice parle français aussi, donc on sent cet amour de la linguistique dans le livre, cette passion de l'autrice, mais malheureusement ça m'a pas suffi pour faire apprécier le livre. Déjà, parlons de la romance. La romance, je n'ai absolument rien ressenti. J'ai rarement été autant de marbre devant une romance. Et en plus de ça, le personnage de Viv, c'est fait exprès. Hein. C'est fait exprès. Mais la nana, page 2, on apprend qu'elle a trahi sa meilleure amie. Elle a envoyé sa meilleure amie dans la caste, la pire caste. Donc pareil, c'est encore une fois un système de caste. Il y a ceux qui sont vraiment bien, middle class, et la troisième classe où vraiment ils vivent dans des taudis, ils n'ont pas assez à manger, machin. Elle a trahi sa meilleure pote, qu'elle est censée aimer quand même, hein. Elle l'a trahi. Voilà, pour ses propres motivations, donc ça je vous dis pas ce que c'est, mais elle l'a trahi. Et sa meilleure pote se retrouve à vivre dans un taudier, et la nana, elle est en mode oui, je m'en veux, machin et tout terriblement. Déjà, elle a pas l'air de s'en vouloir tant que ça, et surtout, j'ai vraiment l'impression que il n'y a pas de croissance du personnage vis-à-vis de ça, ça lui permet pas de grandir, et la preuve étant que j'ai l'impression qu'à certains moments du roman, on lui laisse l'opportunité de refaire la même chose et qu'elle serait prête à refaire exactement la même chose. Et je trouve ça terrible. Vraiment, je trouve ça terrible. Elle semble toujours prête, en tout cas une grande partie du temps, à mettre ses intérêts devant les intérêts des autres. Et très bien, ça permet d'avoir du character development hein, jusqu'à la fin du roman. Mais moi, j'ai pas envie de lire 400 pages sur un personnage qui est comme ça, vraiment, ça m'insupporte. Et qui en plus prend globalement à peu près tout mon de haut. Mais voilà, c'est ce qui m'a freiné toute ma lecture, elle est égoïste et elle est chiante, voilà, pour être très honnête. Et puis c'est hyper... c'est tout noir ou c'est tout blanc, quoi. Il n'y a pas trop d'entre-deux. C'est un livre... J'ai vu quelqu'un qui disait ça dans sa chronique, et j'ai trouvé que c'était très juste... Comment je le tiens, le livre, là c'est du young adulte qui se lit de manière très young adulte. C'est-à-dire qu'il y a des livres en young adulte que vous pouvez tout autant apprécier en adulte. Je parle, encore une fois, c'est très subjectif. Hein. Mais ça, c'est un livre que j'aurais adoré ado, et que je n'arrive pas à apprécier avec mes yeux d'adulte. Voilà. Et puis voilà, la plume c'est pareil, c'est très young adulte, et la fin est très 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 rapide et un peu prévisible. Par contre, j'ai aimé certains aspects de la morale, et j'ai trouvé que c'était très réaliste sur la manière dont est dépeinte leur société. Voilà, donc il y a quand même des aspects positifs, mais voilà, c'est un de 75-3. Et enfin, le dernier que j'ai lu, c'est cette BD, Les Salamandres de Frey et Huelva, publié aux éditions Dracou. Et le résumé de celui-ci nous dit « La société vous protège de tout, même de vous. Les habitants du secteur 14 le savent, ils n'ont pas le droit de manifester. Mais un virus a transformé certains en salamandres et la révolte gronde. Graham voudrait juste qu'on le laisse tranquille. Il a oublié une chose, on ne dit pas non à la société. » Et ça pareil, hein, franchement, c'est un livre qu'on peut transposer dans ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde. Donc il y a ce côté... c'est de la fiction, il y a des gens qui sont transformés en salamandres, mais au final, ça se lit d'une manière très contextuelle, entre guillemets. Et j'ai beaucoup aimé les planches, j'ai trouvé que les planches étaient très jolies, voilà. Et il y a une belle morale. Seul problème, c'est que j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu trop rapide. Voilà, j'aurais aimé un petit peu plus de mise en contexte, mais il n'empêche que c'est assez intéressant, et j'ai hâte de voir s'il y aura une suite ou pas. Ça peut laisser ouvrir sur une suite, mais ça peut se suffire à lui-même, donc voilà. Et à la fin, j'ai un petit onglet statistiques du mois. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter tout ça. Total de livres lus, j'en ai lu 11. Il y en avait 6 qui étaient dans ma pile à lire. J'ai commencé 3 nouvelles séries, j'en ai continué une. Mon top genre de ce mois-ci, c'est la fantasy sans surprise. J'ai lu 8 livres en physique, 3 livres en digital. Et le livre du mois, j'hésite encore entre The Woman ou La Horde du Contrevent, donc je me laisse encore un petit peu réfléchir. Et voilà, j'aime bien cette petite partie-là. Il y a aussi le compte des pages que j'ai lues, mais je l'ai pas fait, il faudrait que je le fasse. Donc bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que j'ai mentionnés que vous avez lus ou qui vous intéressent. Et puis à me dire encore une fois quelle a été votre meilleure lecture du mois. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.